Bonjour Jean Messia. Bonjour Richard, comment allez-vous? À merveille et vous? Parfait. Bon, alors, Mieux quand je vous vois. je comprends ça. Je remets à l'écran, Bruno Retailleau, Ne rien céder, puisque Maëlys Clausel vient d'en parler dans son décryptage. Il entend ne rien céder, face à la jeune garde. On a vu comment ça s'est passé la dernière fois. Il entend ne rien céder, contre l'islamisme. Est-ce que vous avez le sentiment que, la France est prête à ne rien céder à l'islamisme ou au contraire qu'on est en train de basculer dans, ce que Yvan Rioufol présentait hier comme une alternative impossible, c'est-à-dire ne pas vouloir passer pour l'islamophobie, pour islamophobe, et donc, autre branche de l'alternative, accélérer l'islamisation de la France. Bah, écoutez, je pense que l'islamophobie, c'est, comment dirais-je, un piège dans lequel, le gouvernement français, les médias, tout le système saute à pieds joints. En fait, le système est coincé avec cette islamophobie comme une mouche sur du papier tue-mouche. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'islamophobie est en réalité un artefact sémantique, un concept totalement artificiel, inventé par les frères musulmans, pour criminaliser toute forme de résistance à l'islamisation du pays, et toute entrave, à leur projet de conquête des territoires et des pays non musulmans par les frères musulmans. Voilà, donc à partir de là, si vous voulez, ce terme islamophobie va venir se lover dans nos valeurs, dans nos principes de lutte contre la haine, de lutte contre le racisme, etc., pour nous piéger. Voilà, en réalité, la France n'est pas un pays islamophobe. La France a juste le malheur de résister à une entreprise de soumission, de suprémacisme islamique, qui est celle des frères musulmans et de l'islam politique. Vous savez, on compare souvent l'islamophobie avec l'antisémitisme. C'est totalement faux. L'antisémitisme des années 30, et même encore aujourd'hui, c'est s'attaquer à des juifs parce qu'ils sont juifs. Je veux dire, l'antisémitisme des années 30, on ne s'attaquait pas aux juifs parce qu'ils disaient nique la police, parce qu'ils poignardaient des innocents dans les rues, parce qu'ils avaient des velléités de renverser la République ou de porter atteinte à ses institutions. On les attaquait parce que juifs. Les musulmans aujourd'hui, en tout cas un certain nombre d'entre eux, ils ne sont pas, comment dirais-je, détestés pour ce qu'ils sont, tant s'en faut. Ils sont détestés pour ce qu'ils font. Voilà. Donc, effectivement, quand vous avez des revendications incessantes qui entrent dans un projet politique d'imposition de la nourriture halal, d'imposition de salles de prière, d'imposition du burkini dans les piscines municipales, d'imposition du voile jusqu'à dans les prétoires, la dernière initiative de l'islamisme conquérant, c'était d'investir les prétoires et les palais de justice pour imposer des femmes voilées comme avocates. Effectivement, à partir du moment où on dit bah non, stop, on veut pas de ça, vous êtes qualifié d'islamophobe. Mais non, on ne peut pas être qualifié d'islamophobe si vous résistez à des comportements. C'est pas, on déteste pas les gens pour ce qu'ils sont. Il y a des musulmans qui vivent en France tranquillement, qui n'ont rien demandé à personne, qui n'envisagent pas de conquérir la France ou de l'islamiser. Bah, ces gens-là sont pas détestés. Ils sont accueillis comme des fils et des filles de France comme les autres. Voilà. Jean Euh, Messia, Ségolène Royal, l'admirable ambassadrice des pôles qui est allée porter loin la bonne parole du socialisme, nous a expliqué à la télévision que islamophobe ne pouvait pas être un mot imposé par les islamistes, car phobe étant une racine grecque, forcément, les islamistes étaient trop bêtes pour être capables de forger un mot avec une racine grecque. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense qu'elle a totalement tort. Vous savez, le 11 septembre 2001, avec 3 000 de préparation, eh bien, des islamistes ont réussi à mettre à genoux la première puissance économique et politique mondiale en lui infligeant pour 3 milliards de dégâts, en plus des 3 000 morts de l'attentat du World Trade Center. Donc, il faut arrêter, si vous voulez, de sous-estimer nos adversaires. Je veux dire, c'est quand même incroyable que soit, si vous voulez, on se couche complètement par lâcheté. On dit, bah non, on a peur de la rue arabe, on a peur de la réaction des musulmans si on prend la moindre mesure visant à contrecarrer ou à entraver la lèpre islamique, comme dirait le président Macron. Et de l'autre côté, si vous voulez, ou alors c'est l'autre extrême. On dit, ah bah non, bah, finalement, ils sont trop cons, ils sont trop bêtes, ils sont trop abrutis, ils feront jamais rien. Bah non.
La réalité, c'est ni l'une ni l'autre. C'est que nous avons en face de nous des gens déterminés, des gens qui, avec des petits moyens, peuvent nous infliger des dégâts considérables, notamment des dégâts psychologiques. Je veux dire, quand vous avez quelqu'un qui débarque dans un lieu public et qui commence à poignarder au hasard des dizaines de personnes et qui fait des dizaines de morts, eh bien, l'impact, si vous voulez, sur la population et sur la psychologie collective, en plus évidemment des dégâts humains qu'il commet, sont terribles. Donc, malheureusement, la force aujourd'hui de l'islam radical et de l'islam politique, elle se nourrit de nos vulnérabilités. Nous sommes des sociétés vulnérables et c'est là-dessus, si vous voulez, que poussent les ronces de l'islamisme et de l'intégrisme musulman. Alors, nous sommes une Voilà. société vulnérable, mais surtout, il y a des ennemis de l'intérieur. Il y a une cinquième colonne, et les filles, pour ne pas la nommer, qui a clairement fait le choix, en fait, d'une comment dire, islamisation de la France, d'une créolisation de la France. Non seulement il s'agit d'avoir cette version mélenchoniste du grand remplacement de Renaud Camus, mais il faut en plus admettre avec eux, que l'islam est porteur de valeurs. D'ailleurs, l'Union européenne est en train, avec un projet de Coran européen, d'essayer de révéler à quel point le Coran a façonné l'espace européen au cours des siècles. Alors, c'est assez amusant ou assez tragique. Il s'appuie sur la longue présence séculaire de l'islam en Espagne, où les chrétiens ont été opprimés comme jamais, pour nous expliquer à quel point l'islam a irrigué les structures européennes. Mais on est vraiment en face, pardon, d'une islamisation qui n'est pas juste le fait des musulmans, qui est aussi accueillie et promue par un certain nombre d'acteurs politiques. Vous savez, en fait, nous sommes face à un véritable totalitarisme. J'ai déjà utilisé ce mot à votre antenne à plusieurs reprises. Nous sommes face à une entreprise totalitaire de l'islam radical, de l'islam politique, qui veut nous imposer ce qu'il est et qui veut éliminer tout ce qui n'est pas lui. Donc ça, c'est la définition du totalitarisme. À côté de ça, vous savez, à partir du moment où il y a un totalitarisme, comme ses homologues du XXe siècle, nous avons effectivement aujourd'hui, face au totalitarisme islamique, nous avons des collaborateurs et des résistants. C'est-à-dire que nous avons effectivement les collaborationnistes, les islamo-collaborationnistes de la France insoumise qui ont pris fait et cause pour la cinquième colonne islamique en France et qui, comme d'ailleurs un certain nombre de collaborationnistes pendant les années 40, ils vont parfois au-delà des revendications et des demandes d'un certain nombre de musulmans eux-mêmes. Vous comprenez? Voilà, ils exigent des choses que parfois les musulmans eux-mêmes n'exigent pas. C'est comme un peu avec Vichy, quand Vichy allait au-devant des demandes allemandes pour faire plaisir à leur maître, en quelque sorte. Et la France insoumise, c'est l'idiot utile, c'est le valet, le laquais de l'islam radical. Et l'histoire démontre d'ailleurs, et c'est dommage que des historiens aussi chevronnés qu'on en trouve à la France insoumise aient oublié que la révolution, les révolutions mangent toujours leurs enfants. Et que demain, si l'islam radical venait à prendre possession de la France, comme ce qui s'est passé en Iran à la fin des années 70, tous les collaborationnistes de gauche seront les premiers sacrifiés sur l'autel de la Nouvelle-France qu'ils appellent pourtant de leur vœu. Donc ces Puis, gens puis, sont à la fois, puisque ces vous gens sont à évoquez la fois l'histoire, masochistes. on peut aussi rappeler que une bonne partie des collaborateurs venaient du Parti communiste, et que d'une manière générale, la France insoumise a l'air de complètement oublier ce que le grand moufti de Jérusalem avait comme accointance avec Adolf Hitler. Et donc c'est toujours assez surprenant de voir un gauchiste nous donner des leçons de morale et des leçons d'antisémitisme, alors qu'eux-mêmes ont, dans toutes leurs bah, racines, les doigts plongés dans l'antisémitisme le plus crasse et dans les compromissions les plus infectes. c'est tout à fait vrai. Je veux C'est un dire, journaliste qui parle. Pierre Laval était un ancien socialiste, Marcel Déat était un ancien socialiste, Jacques Doriot était un ancien communiste. Enfin, les noms de la gauche, si vous voulez, qui ont participé à la collaboration dans les années 40 ne manquent pas. Donc, à tout le moins, ça commanderait à la gauche actuelle de faire preuve d'un peu de discrétion et d'éviter de donner des leçons de morale, surtout quand ils enfourchent le cheval des descendants des totalitarismes du XXe siècle qui n'ont rien à lui envier, en l'occurrence le totalitarisme islamique. Bon, ça, c'est la première chose. Vous avez vu ce fait divers absolument incroyable sur lequel je veux quand même dire un mot. C'était ma Euh, prochaine question, mais allons-y. C'est-à-dire que là, effectivement, vous avez un fait divers dramatique au cours duquel
une ordure, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, a tué un malheureux dans une mosquée. Donc c'est un meurtre dans une mosquée, et qui a été transformé, si vous voulez, enfin c'est un fait divers, hein, qui a été transformé en, fait systémique, qui a été instrumentalisé et récupéré ad nauseam, par, tous les turiféraires et les grands prêtres qui vous intiment l'ordre de ne surtout pas verser la moindre larme quand la victime s'appelle Philippine ou Mathis ou Lola. Paul ou Jacques, voilà, ou Thomas. Là, bizarrement, les larmes, elles sont plus d'extrême droite, là. Là, c'est les larmes coulent à flot. Le Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas versé une larme le jour du Bataclan, le jour des attentats du 13 novembre 2015, où 130 de ses compatriotes sont morts et des centaines d'autres ont été blessés. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise étaient aux abonnés absents. Ils n'ont pas versé la moindre larme sur la mort de leurs concitoyens. Et là, bizarrement, Jean-Luc Mélenchon se met en scène, en train de larmoyer, pour un fait divers certes tragique, certes malheureux, mais qui ne concerne, c'est pas un fait de société, si vous voulez. Bon, je m'étonne aussi que, dès lors que vous avez un type qui, rafale ou poignarde au cri d'Allah Akbar avec un sac à dos à l'intérieur duquel il y a un Coran, on vous explique que c'est justement un fait divers, que ça n'a rien à voir avec l'islam, que c'est, un fait isolé. Et là, bizarrement, un meurtre, dans une mosquée, donc un véritable fait divers. Et on nous sort le mot terrorisme, islamophobie systémique. Le seul mot qui ne manquait pas, c'est crime contre l'humanité. C'est quand même absolument extraordinaire, hein. Donc on est bien là, si vous voulez, face à un processus dans lequel on a finalement criminalisé toute souffrance ou toute douleur nationale de souche. Car vous n'avez plus le droit de pleurer vos morts. Vous ne pouvez pleurer les malheurs et les souffrances que lorsqu'elles nous sont les plus étrangères possibles. C'est quand même, alors qu'on pleure les malheurs étrangers, bien sûr, c'est faire, œuvre voilà, De d'esprit charité. chrétien, de charité. Mais, cela, vous savez, aimer son prochain, ne doit pas avoir pour préalable la haine de soi. Enfin, c'est quand même, enfin, c'est quelque chose d'assez sidérant, que de croire que l'empathie qui naît, au malheur des autres doit nous, forcer nécessairement à ignorer, à criminaliser nos malheurs à nous. Je suis avec plaisir en train de parler avec Jean Messia dans le cadre de Ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie. Tout à l'heure, je recevrai Gabriel Cluzel dans Vue de haut pour évoquer les mères, plaidoyer pour les mères, ces héroïnes raillées par la société. Mais tout de suite, revenons à l'islam et revenons à ce fait divers. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs centaines de morts en France directement dues depuis quelques années à l'action d'un musulman qui a décidé de prendre les armes, des musulmans étrangers pour la plupart, certains français. Et on nous a à chaque fois expliqué qu'il ne fallait pas faire d'amalgame, que c'était un fait divers. Là, on se retrouve avec un fait divers qui, pour le moment, n'est que le premier, dont on n'est même pas certain qu'il s'agit d'une série quelconque, et qui est quand même un fait divers très spécial. C'est un Français d'identité française, pour reprendre la formule absolument aberrante d'un journaliste de France Info, qui en fait est le fils d'un Bosniaque, le fils d'un Rom donc de Bosnie, qui s'est installé en France il y a une vingtaine d'années. Ce gamin a l'air d'être complètement dérangé. Vous avez souligné sur votre compte X qu'il avait l'air de trouver une fascination trouble pour les cadavres, donc on est un peu surpris. Et donc, ce Bosniaque, donc, qui en théorie n'aurait rien eu à faire en France si la justice administrative avait effectivement accepté qu'on expulse son père il y a 20 ans, rentre dans une mosquée et tue un Malien. Et on nous explique, puisqu'un Bosniaque tue un Malien dans une mosquée, qu'en fait c'est la France qui est coupable. Bah, la France est coupable de pas les avoir virés, ouais. Voilà, mais et Heu surtout, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on nous explique que c'est un drame français, alors que en fait, où est la France dans cette histoire? Bah, c'est pas du tout un drame français. Et le prénom francisé qu'a pris, ce jeune meurtrier, ne révèle rien de son identité. Vous avez rappelé, sa trajectoire. J'ajoute d'ailleurs qu'en suivant de très près cette enquête, que tout ça relève d'une gigantesque escroquerie, dans laquelle la France a été est plongée depuis maintenant, 3 jours, hein. Pourquoi? Parce que, les premiers éléments de l'enquête, disent que cette personne, ce meurtrier, n'a aucune haine,
particulière vis-à-vis des musulmans, ni vis-à-vis de l'islam. La police a procédé au criblage de ces réseaux sociaux. Il n'y a pas la moindre publication haineuse vis-à-vis des musulmans ni vis-à-vis de l'islam. Par contre, effectivement, il a tout du cas psychiatrique. Vous savez, c'est déséquilibré qu'on essaye de nous vendre à chaque fois qu'il y a un attentat islamiste. Eh bien là, c'est le déséquilibré parfait. Enfin, je veux dire, dans son profil, il dit quand même qu'il a une attirance pour la scarification et le viol des cadavres. Voilà. Bon, Alors, scarification, c'est le fait de s'infliger à soi-même des blessures pour avoir des cicatrices. voilà, donc si vous voulez, on est pour le coup et pour une fois, et qu'on pourrait utiliser le mot de déséquilibré psychiatrique, bizarrement, il est totalement absent du débat public. On préfère donc inventer une réalité, la faire rentrer dans les œillères corsetées de l'idéologie dominante, afin que la réalité colle au récit, puisque le récit, c'est de dire que en France, les musulmans sont persécutés, en France, les musulmans sont discriminés, en France, vous avez un racisme systémique, en France, vous avez une islamophobie systémique, même si tout ça n'est agrémenté par aucun exemple systémique concret, même il peut y avoir, je dirais, des faits individuels, il n'y a pas de discrimination massive, ou alors qu'on m'explique pourquoi des dizaines de millions de musulmans à travers le monde candidatent pour venir s'établir en France. Il n'y a pas eu une recrudescence du masochisme dans le monde musulman, que l'on sache. Bon, donc il faut quand même rappeler qu'en France, les musulmans bénéficient de droits, de privilèges, de libéralité qu'aucun pays arabo-musulman au monde n'est en mesure de leur offrir. Donc il faut arrêter avec cette victimisation permanente, ces mensonges éhontés. La France est un havre pour les musulmans, qu'ils sont des centaines de millions à travers le monde à rêver vouloir rejoindre. Et puisque on nous parle de discrimination systémique et de racisme systémique, est-ce qu'on peut nous dire, depuis que les Français ou même les musulmans sont discriminés en France, combien de millions de musulmans ont quitté la France suite à ces discriminations systémiques et à ces persécutions? Non, Donc, non, évidemment, on ne peut pas vous le dire. voilà, donc à un moment, si vous voulez, il faut pulvériser ce récit moisi, ce récit rance qui vise à criminaliser la France, à la diaboliser et à noircir son image. Non, la France est un pays accueillant. La preuve, c'est que si aujourd'hui, en France, nous avons la plus large communauté musulmane d'Europe, qu'on m'explique comment un pays qui comporte la communauté la musulmane la plus large d'Europe peut en même temps être un pays qui déteste les musulmans et qui les discrimine. Alors effectivement, après, si vous voulez, il y a quand même un processus qu'il ne faut pas ignorer, c'est que le remplacement et l'islamisation à marche forcée par l'arrivée d'un demi-million d'immigrés dont l'écrasante majorité est musulmane chaque année, eh bien effectivement, peut provoquer des réactions instinctives de la part d'un peuple qui se sent envahi, qui se sent bousculé. Et c'est bien pour ça que, à Reconquête, nous prônons l'arrêt de l'invasion, l'arrêt immédiat de l'invasion et de toute immigration, parce que nous voulons, comment dirais-je, conjurer ces réactions convulsives qui sont instinctives, parce que ce qui est instinctif est violent. Et donc nous envisageons par la politique d'arrêter ça pour faire en sorte que le corps social français cesse d'être bousculé, cesse d'être provoqué, cesse d'être poussé dans ses retranchements, parce que ce qui peut en ressortir est extrêmement dangereux. Donc il faut arrêter de jouer avec le feu. Alors que les médias, à chaque attentat musulman ou à chaque fait divers, où on se rend compte qu'il y a des gens issus de la diversité et des chances pour la France et des musulmans qui sont impliqués, nous disent à chaque fois qu'il ne s'agit qu'un fait divers et pas d'un fait de société, qu'il ne faut pas généraliser, qu'il ne faut pas faire d'amalgame, même si on est passé de 1 à 10, de 10 à 100, de 100 à 300, sans même parler des milliers d'incivilités qui peuvent être documentées. On a eu droit non seulement à la montée en épingle de ce fait divers effectivement tragique, mais le fait que quelqu'un qui a envie de violer des cadavres issus de Bosnie vienne ensuite tuer un Malien dans une mosquée nous paraît assez éloigné de la culture française. Là, il y a une jeune femme qui est allée porter plainte parce qu'on lui aurait arraché son voile Ouais. et on a l'impression que le traitement médiatique est équivalent à celui du meurtre. C'est-à-dire on a presque comme cette théorie féministe qui veut qu'un simple regard un peu salace équivalent à un viol. Et bien là, la jeune femme s'est fait arracher son voile et là aussi, l'ensemble du monde médiatique est en train de rentrer en éruption et on nous explique que c'est quasiment la nuit de cristal.
Bah, déjà, si vous voulez, c'est du déclaratif. Personne pour l'instant n'a eu la moindre preuve que ces faits sont avérés. Donc je m'étonne, si vous voulez, que ceux qui, à chaque attentat où il y a des dizaines de morts, on vous dit: «Oh là là, il faut garder la prudence, il faut surtout rien dire». Le mec, il rentre, il tue des gens, il crie Allahu Akbar, il a une mosquée il a un Coran dans son sac à dos, il faut dire: «Prudence, prudence, il faut rien dire, il faut attendre le résultat de l'enquête». Bah là, il y a là, c'est une femme qui vient porter plainte, on n'a aucune preuve de quoi que ce soit, et à l'instant T où elle sort du commissariat, bah, ça balance dans tous les sens sur les médias, sur, encore une fois, l'islamophobie, le climat délétère en France, les musulmans ont peur. Enfin bon, effectivement, voilà, à chaque fois que vous avez un musulman qui se casse un ongle quelque part, c'est comme si c'était effectivement la nuit de cristal, qui est annoncée par tous les médias. Mais par contre, quand vous avez des Français qui meurent, qui sont poignardés, etc., vous êtes interdit de dire la moindre chose, parce que sinon vous stigmatiseriez et vous attiseriez la haine, selon les formules idiotes régulièrement utilisées. Donc là, pour l'instant, si vous voulez, rien ne le prouve. Mais encore une fois, le traitement médiatique, la montée de la mayonnaise sur cette histoire que pour l'instant personne n'a vérifiée, tombe à point nommé, parce que ça permet finalement de proroger en quelque sorte cette espèce d'enivrement de la gauche, qui croit avoir retrouvé des trophées permettant d'alimenter son idéologie et de légitimer en quelque sorte sa lutte antifasciste. Vous savez, ils inventent une réalité fantasmagorique contre laquelle en permanence ils agitent des épées virtuelles, se pensant des grands chevaliers luttant contre une cause, une bête immonde, qui n'existe que dans leur cerveau malade. Voilà, donc moi je dis ce qu'ils nous disent eux à chaque fois que l'évidence les percute au visage. Là, pour le coup, on serait bien inspiré de se la boucler et d'attendre que, on en sache un petit peu plus sur les conditions dans lesquelles cette femme aurait été agressée, parce qu'encore une fois, pour l'instant, rien ne le prouve, et nous avons eu ces dernières années un certain nombre d'affabulateurs et d'affabulatrices qui justement s'inventent des histoires dont ensuite on découvre que finalement elles n'ont jamais eu lieu. Bon, donc prudence, Et notamment attendons que l'enquête fasse. un imam qui avait dégradé lui-même sa propre mosquée pour crier à l'islamophobie jusqu'à ce que l'enquête prouve que c'était lui qui avait Oui, peinturluré avec des slogans anti-islamiques son propre domicile. Il nous reste, enfin, sa propre mosquée. Il nous reste une minute, Jean Messia. Si vous deviez résumer ce que devrait être une vraie proposition politique contre l'islamophobie et une vraie proposition politique contre, en fait, l'islamisation. bah, c'est très simple. La première, c'est d'interdire la confrérie des frères musulmans et tous ses faux-nés, interdire le voile dans l'espace public, en commençant par tous les bâtiments qui portent la devise de la République et le drapeau tricolore, déjà. Expulser systématiquement tous les prêcheurs de haine. Et là, pour le coup, il faut une réforme judiciaire. Il faut une réforme de la justice, puisque la justice aujourd'hui est complice de l'islamisation. À chaque fois que le gouvernement prend une décision pour agir contre l'islam radical à travers ces individus ou ces structures, vous avez la justice administrative et la justice de manière générale, un certain nombre de juges qui bloquent ça. Donc il faut faire passer par référendum une réforme de la justice pour, comment dirais-je, interdire le syndicat de la magistrature, pour dépolitiser la justice, parce que la justice a joué un rôle très néfaste Merci dans la beaucoup, destruction de la France. merci beaucoup Jean Messia et à Je très vous en prie. bientôt sur les antennes de Radio Courtoisie.